Président, chers collègues, quel est l'état d'esprit qui anime notre groupe Isson-la-Bretagne en ce premier jour de session d'octobre, octobre rose, mois de prévention contre le cancer du sein qui touche chaque année encore plus de 50 000 nouveaux cas. Je salue toutes les initiatives et toutes les manifestations qui ont lieu partout en Bretagne pour sensibiliser à cette noble cause, puisque vous savez que c'est la première raison de décès des cancers chez les femmes. Donc, en ce premier jour de session, nous sommes à l'égard de votre majorité relative, évolutive, en devenir, tout à la fois compréhensif, dubitatif, mais aussi offensif et, comme toujours, constructif. Avant d'illustrer ces adjectifs, je voudrais dire à quel point nous sommes inquiets. Inquiets de ce qui se passe dans le pays. La Bretagne n'est pas épargnée. Manifestement, le gouvernement peine à anticiper les événements, est dans la réaction et a une fâcheuse tendance à rejeter la responsabilité sur les autres. En pleine chienlit, comme aurait dit le président le général de Gaulle, en pleine chienlit, un président de la République vient à la télévision pour discourir sur la situation internationale. Il ferait mieux de démontrer de l'autorité et de la fermeté à l'égard de ceux qui sont en train de bloquer le pays et d'empêcher les Français et donc les Bretons d'aller travailler. C'est encore ce même gouvernement, ça vient d'être dit, qui risque d'utiliser le 49.3 pour faire passer le budget de la nation. Une méthode qui risque de crisper encore un peu plus et d'opposer nos concitoyens toujours et encore. J'en reviens à nous, car nous sommes ici pour parler de la Bretagne et parler en effet de la vie quotidienne des Bretonnes et des Bretons. Nous sommes donc compréhensifs sur l'impact de la crise énergétique et l'inflation sur les comptes de la région. Dubitatif sur votre engagement en faveur du 3e plan de lutte contre les algues vertes, offensif sur la question de l'énergie ou sur le déploiement du très haut débit, constructif sur la démarche d'autonomie. Sur les finances de la région, le président de la commission des finances, Stéphane de Sallier-Dupin, issu de notre groupe, a provoqué une réunion le 19 septembre dernier pour faire le point. L'augmentation des dépenses serait de 40 millions d'euros de plus en 2022 et 15 millions en 2023. Dotation de fonctionnement des lycées, rémunération des personnels, formation sanitaire et sociale, budget de transport, la facture est lourde, mais le gouvernement semble regarder ailleurs. Au-delà de l'institution régionale, ce sont tous les niveaux de collectivités locales qui alertent, car le compte n'y est pas, et nombre de communes bretonnes ne voient pas comment elles vont pouvoir faire face à des augmentations x3, x4, x5 de la facture de gaz ou d'électricité. La mode doudoune et col roulé et la baisse de 10% de notre consommation d'énergie n'aura pas raison des augmentations astronomiques du prix de l'énergie, ni même votre plan de sobriété, nécessaire probablement, Monsieur le Président, mais certainement pas suffisant. Le retour à un tarif régulé et ou plafonné pour les entreprises qui souffrent dans notre région et les collectivités est une nécessité absolue. Notre groupe vous soutiendra si d'aventure vous allez plaider notre cause auprès des parlementaires bretons qui examinent en ce moment même le projet de loi de finances. Vous voulez être le porte-parole des maires, chiche, Monsieur le Président. Augmentation des dépenses, baisse des recettes, voilà le régime auquel sont désormais soumis les collectivités bretonnes pour rembourser, entre autres, l'inconséquence de l'abandon de la filière nucléaire et le quoi qu'il en coûte du même inspirateur, au mépris des services que nous avons à rendre à la population. Sur le plan algues vertes, nous avons pris connaissance des recommandations de la CRC. Compte tenu des sommes engagées pour le plan numéro 3, nous souhaitons désormais nous assurer de son efficacité. L'État met plus de 10 millions par an sur la table, la région pas davantage que pour le plan numéro 2, 8 millions. Cela nous interroge, alors que vous voulez copiloter ce plan, Monsieur le Président. Sous prétexte que vous n'avez plus la main sur les MAEC, vous n'abondez pas a priori l'enveloppe. Or, même si tout n'est pas question d'argent, il faut pouvoir accompagner les agriculteurs dans les évolutions exigées de leurs pratiques, y compris financièrement, et n'en exclure aucun par principe
ou idéologie. Alors vous évoquez le critère de l'éco-conditionnalité, mais nous sommes élus depuis plus d'1 an et nous observons que vous avez bien du mal à le définir précisément. Vous avancez l'idée des contrats d'agroécologie, mais sans en déterminer les contours et exigences. Le diable se cache dans les détails et les choix que vous ferez de soutenir telle exploitation et non telle autre en dira long sur votre vision de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. En outre, nous insistons pour dire que les agriculteurs ne sont pas les seuls concernés. Les élus locaux aussi, qui ont la responsabilité de l'eau et de l'assainissement. La mise aux normes des installations, canalisations et autres stations d'épuration coûte cher. La région serait dans son rôle de soutenir financièrement les collectivités et les syndicats de traitement. Vous avez rappelé à quel point la question de l'eau est stratégique. Sur le très haut débit, je laisserai notre spécialiste en chef en reparler, mais avouez que l'on peut se satisfaire des annonces et du rythme de couverture. Certes, il y a du mieux, mais nous sommes désormais la lanterne rouge des régions françaises. Le ministre en charge n'a-t-il pas promis une couverture totale en 2024, quand nous devrons attendre 2026, entre 2000 et 4000 prises de retard tous les mois? Or, il y a urgence à en croire les plaintes des habitants, des communes, des entreprises. Et samedi dernier, pour ce qui me concerne, d'un centre d'incendie et de secours, toujours pas relié et qui n'en bénéficie toujours pas. Oui, il y a urgence, surtout si tout devient numérique, et notamment l'enseignement dans les lycées, puisque le livre n'aurait plus lieu d'être. Mais je laisserai Agnès Lebrun vous poser une question à ce sujet. Je vous avoue qu'elle ne décolère pas depuis la lecture de la déclaration qui avance que la région n'a plus les moyens de fournir des livres à l'ancienne. Oh, que n'avez-vous provoqué les foudres de notre colère, Madame la vice-présidente. Sur l'énergie, il y a tant à dire, et c'est l'objet de notre vœu. À l'heure où le Parlement est appelé à se pencher sur une loi d'accélération du déploiement des énergies renouvelables, il est plus qu'urgent que nous ayons un débat en plénière, ce que je vous ai demandé, Monsieur le Président, pour décider de notre avenir et ne pas nous laisser imposer par l'État. Il serait dommage de plaider pour plus d'autonomie, idée que nous partageons, et en même temps de ne pas avoir notre mot à dire sur les projets pour le moins irritants. Je rappelle que le secrétaire d'État à la mer a qualifié le projet éolien offshore de la baie de Saint-Brieuc de ni fait ni à refaire, Monsieur le Président. Que les opposants au projet d'éolien flottant au large de Belle-Île se font de plus en plus nombreux. Que le commissaire enquêteur vient de donner un avis défavorable au projet d'hydrolienne dans le golfe du Morbihan. M'appuyant sur ces 3 seuls exemples, mais il risque d'y en avoir d'autres, je réitère donc nos critiques quant aux méthodes employées. Concertation réelle et transparence éprouvée sont des conditions sine qua non de cette fameuse acceptabilité. S'agissant de transparence, je ne peux m'empêcher de revenir sur l'épisode que nous avons vécu lors de la commission permanente du 26 septembre dernier. Vous nous avez soumis cette convention de partenariat Ibraise avec Elmarine, comme chacun sait, filiale d'Iberdrola. À la question posée sur son engagement financier, votre vice-président Daniel Kuef nous a répondu 10 millions. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas pris le temps de lire cette convention, permettez-moi d'attirer votre attention sur 2 articles, le 6 et le 9, qui ne manquent pas de nous inquiéter. D'autant qu'à notre connaissance, le président de la République n'aurait toujours pas répondu aux questions des pêcheurs. Ce même président de la République qui annonçait en juillet 2021 depuis la Polynésie les projets en solaire ou en éolien, là où ils créent trop de tensions, dénaturent et défigurent le paysage, il faut savoir où les adapter ou y renoncer. J'en viens aux articles. Article 6. Il traite de la proscription de la divulgation d'informations identifiées expressément comme confidentielles. Les parties peuvent communiquer à des tiers, tout ou partie de cette convention, pour les seuls besoins du développement du parc éolien en mer au large de Saint-Brieuc et du programme Ibraise, engagement de confidentialité valable pour une durée de 5 ans, après la cessation de la convention, pour quelque raison que ce soit. Circuler, il n'y a rien à voir. Et ce qui est cocasse, c'est que cet article 6 est suivi d'un article 9 intitulé « Dispositif de lutte contre la corruption » où Elmarine
prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque de corruption et notamment pour respecter les dispositions de la loi de 2016 relatives à la transparence. Pas très rassurant tout cela et pour le moins opaque. Sachez encore, chers collègues, que la commission permanente du Conseil départemental des Côtes-d'Armor aurait décidé de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour l'implantation de la base de maintenance d'Iberdrola à Saint-Quay-Portrieux. Or, ce centre était attendu de longue date par 4 entreprises locales représentant une trentaine d'emplois. Le pot de fer contre le pot de terre. Compte tenu de tout ce qui précède, et parce que le chantier avance et que nous n'entendons plus parler de suivi scientifique, notre groupe vous demande solennellement la mise en place, Monsieur le Président, d'un comité de suivi de ce projet, composé y compris de conseillers régionaux des minorités. Vous nous avez refusé une mission d'information. Je comprends mieux, puisque tout devient confidentiel. Vous ne pouvez pas nous refuser ce comité de suivi, d'autant qu'une question se pose désormais. Quid de la répartition des compensations financières et de ces fameux 10 millions? Quid des 35% qui devaient être affectés à des projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques? Enfin, et j'en terminerai par là, le groupe de travail sur l'autonomie. Nous y prenons notre part avec l'espoir de rendre l'action publique plus efficace, plus lisible et si possible moins coûteuse pour les deniers publics, avec l'envie de faire voter au Parlement une loi Bretagne. Dans le contexte national et international qui est le nôtre, le groupe Issons-la-Bretagne est convaincu qu'une démarche vers l'autonomie, respectueuse des libertés, promouvant la responsabilité, basée sur l'exercice de la subsidiarité et sur l'envie de transmettre un patrimoine vivant dans un monde instable, est une voie riche d'avenir pour la Bretagne dans une république enfin décentralisée. Nous appuyons une démarche à la fois résolue et pragmatique. Et à la question que vous posez dans la feuille de route comme préalable à nos travaux, pourquoi plus d'autonomie? Nous en rajoutons une, pourquoi faire ensemble? Et au-delà de la demande de rendez-vous avec le président du Sénat, nous souhaitons une rencontre avec les membres du gouvernement en charge de cette vraie décentralisation annoncée ce lundi par le président de la République, avec de véritables transferts de responsabilités, nous dit-il, et de financement. Il reste, comme d'habitude, à l'exécutif national à passer aux actes. Pour la Bretagne, l'occasion lui en est donnée avec le CPER Mobilité que vous nous avez présenté, Monsieur le Vice-président, et que nous allons discuter en groupe de travail, comme vous l'avez indiqué, puisqu'une signature est attendue en juin prochain. Et avant cela, nous verrons bien assez vite, à travers le projet de loi de finances, le projet de financement de la sécurité sociale, mais surtout la loi de programmation des finances publiques, si les dires du président de la République sont sincères ou, une nouvelle fois, de l'ordre du discours. Faisons nôtre ce conseil avisé de Solzhenitsyn, crois les yeux, pas les oreilles. Je vous remercie.